Salutations braves gens, et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme de cet épisode, un film de 1971, Wreck and Fright, de Ted Kotcheff. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors, Wreck and Fright, ou bien Réveil dans la terreur, dans la langue de Le Robert, dictionnaire officiel du petit écolier de Lu, ou bien encore Outback, mais aussi Savane. Il est si bon le savane, papy brossard. Dites, pourquoi tous ces titres ? Parce que autant de noms pour la simple exploitation en francophonie témoignent d'un bordel sans nom concernant le film du jour. Le métrage est l'adaptation du roman 5 matins de trop est paru en 1961 de l'auteur australien Kenneth Cook, vil baroudeur du Partas à Talinégré, ayant passé sa courte existence à explorer son pays tout en vivant lui-même de folles aventures qu'il a tenté de compiler dans ses divers récits. C'est que Walibi est un pays de méga-barges, voyez-vous. Faut dire que le clicheton de la moindre bestiole croisée capable de te buter est vrai. Découvrez votre parc sur 3615 Walibi. Attends, quoi ? Même le koala, le machin mignon qui suce de l'eucalyptus ? Vous savez quoi ? Cette saloperie est la pire de toutes. Comment le sais-je ? De Kenneth Cook lui-même. Et je conseille plus que vivement la lecture de ses compilations d'anecdotes sur le W. Bush, à savoir le triptyque Le koala tueur, la vengeance du wombat ainsi que l'ivresse du kangourou. Son style littéraire est plutôt épuré, direct même dans l'action et blindé d'humour pour accentuer les situations ubuesques qu'il a vécues dans la réalité vraie véritable selon lui. Mais ce n'est pas un podcast de littérature ici, bordel. Mais bordel, j'ai le droit. Donc le film nous conte les mésaventures du professeur Grant. Pom 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 pololom polom pom pom. C'est vraiment un gros tas de merde. Merci. Grant est donc un enseignant de la civilisation distinguée de Sydney qui se fait royalement chier en attendant les grandes vacances de Noël. Lui, perdu chez les bouseux dans le trou du cul du monde, à savoir l'outback australien. Alors ce n'est pas évident à l'écran, mais nous savons que c'est bientôt Noël grâce aux mignons petits sapins en plastoc qui semblent, comme le prof et ses élèves, en train de fondre sous les 40 degrés Celsius, à l'ombre, dans une moiteur infernale. Faut dire aussi là que notre gars, trop propre sur lui par rapport aux gueules des gosses déjà burinés tels des pruneaux d'Agen sussautés depuis de longues heures, fait sacrément tâche par rapport au lieu. On ressent toujours plus un décalage qui s'est amorcé avec l'ouverture du film qui dépeint un plan panoramique du lieu de départ de notre histoire. C'est qu'on y découvre un plat pays aux teintes rouge-orange mais alors bien chaudes. Puis est plantée au milieu de ce paysage désolé une première bicoque de planches mal branlées cuisant au soleil, ainsi que des rails de chemin de fer et son quai attenant. Ce quai d'ailleurs ressemble à une estrade de salle des fêtes de petit village où t'as l'impression qu'à chaque pas, ton pied va y passer au travers. Et enfin, de l'autre côté de ces rails, il y a une autre cabane branlante posée pile en face de la première. Il s'agit respectueusement de l'école, de la gare et de l'auberge du coin. Sans déconner, pour notre blondinet trop propre sur lui, tu le comprends qu'il attend de montre en main le moment où il va pouvoir foutre dehors les gosses et se tailler viteuf vers la civilisation. Ce décalage entre personnages et décors, on le ressent bien à l'écran. Et autre détail qui a de l'importance, les gosses ils mouftent pas en fait. Pas d'un iota jusqu'à ce que le prof leur dise de se barrer. De nos jours ça tient de la pure fiction ça. Oh, alerte au gogol les enfants. Une fois que la cloche a sonné et que les petits-enfants ont bien travaillé, le professeur Grant, se grouille d'aller chez lui, à l'auberge, finir de préparer ses valises. On apprécie donc ainsi qu'il est par l'observation de son bordel entre manuels scolaires, bouquins d'érudits et de magnifiques dessins de carcasses de bestioles propres aux bouches qu'il semble avoir fait lui-même, que Grant n'est pas qu'un citadin. C'est un putain d'intellectuel, un vrai, mais qui semble aussi bien solo tout le long de l'année dans cette bourgade. That's okay. I was just practicing my mantra. Le style du filmage est très documentaire, car la caméra suit les actions hâtées du protagoniste comme si elle était enfoncée dans son cul. Notons également qu'il arbore en sortant de chez lui une superbe paire de Ray-Ban aussi opaque que celle de Ray Charles. Le soleil de l'eau si profonde lui décolle certainement la rétine, ou bien est-ce là le symbole de l'homme civilisé faisant fi de la nature,
de sa nature profonde peut-être. Satisfait de ses valises, prêt à aller rejoindre sa blonde éthérée à Sydney, Grant rejoint finalement le bar de la Bonne Auberge pour rendre ses clés, échanger des banalités avec Charlie le tenancier, ou plutôt se foutre de sa gueule en réalité, et se descendre une paire de demi bien frais. Comme il sera dit plus tard dans le film, l'eau ne sert qu'à se laver. Finalement, le train arrive en sifflant 3 fois de l'arrière-train et Grant file au quai pour grimper dans le wagon. Il esquive ensuite les bouseux du coin qui braillent comme des rugbymen pastissométrés lors des 3e mi-temps place Saint-Pierre à Toulouse. Se donnait toujours rendez-vous place Saint-Pierre à 20h le jeudi pour boire un ou deux ou 17 verres après les cours de sociologie. Visiblement, Grant les méprise ouvertement, refuse la bière chaude qui lui est pourtant offerte et se réfugie au fond du dit wagon non loin du seul aborigène présent. C'est le seul qu'on verra dans le film d'ailleurs aussi. Le sentiment de solitude de ce dernier est plus que palpable, d'autant plus lorsqu'il marmonne les paroles de chansons braillées par les blancs fêtards. Ou alors ce sont des chansons propres à son peuple. Chaque fois que je mate le film, je me pose la question et je n'ai toujours pas de réponse. Bah, qu'importe. Le seul souci, c'est que le train ne file pas tout droit vers la capitale. Ah non, on se fait toujours avoir dans les jeux de culture générale, C'est que avant de rejoindre la ville la plus importante de l'Australie, Grant doit faire escale dans une ville de l'Outback avant de pouvoir prendre l'avion pour Sydney et célébrer ses vacances comme il se doit avec sa blonde. Si jamais elle existe, car on ne la verra jamais. En effet, notre héros va finalement se retrouver bloqué dans cette bourgade aux gens sympas et chaleureux et à l'hospitalité agressive. Un petit bourg nommé fabuleusement Bundandiaba. New to the Yabba? Yes. You're new to the Yabba? I just dropped in for the night. I'm flying to Sydney in the morning. New to the Yabba? New to the Yabba. You're new to the Yabba, are you, John? Yes. Yes. Dois-je comprendre que vous ne considérez pas que Yaba est la ville la plus honnête, la plus accueillante d'Australie? Ça pourrait être plus dramatique. Mais encore? Si la bière venait à manquer. Pour Grant, ce sera un voyage au travers les différents cercles de l'enfer, car tel un Dante guidé par le Virgile du Patelin, il connaîtra le véritable sens de la déchéance avant de remonter vers la lumière, sans ses lunettes noires cette fois. Il découvrira par ses mortelles pérégrinations qui il est réellement. J'en dirai pas plus sur le synopsis. Wrecking Fright est l'un de mes films préférés. Si j'avais un top à la con, en fait j'en suis incapable d'en faire un, il y serait très certainement en haut de liste. Découvert grâce à une paire de vidéos sur YouTube, traitant du sujet sur l'exploitation, le nom donné aux films d'exploitation australiens entre les années 70 et 80, pour info, les films d'exploitation constituent l'essentiel de la production cinématographique et que l'on boute que trop souvent. Ce sont des bobines fauchées aux velléités financières évidentes car surfant sur les modes du moment jusqu'à épuisement du filon. Tiens, comme Disney en fait. Mais ce sont surtout des films libres et méga riches qui nous proposent sans cesse des idées et une inventivité de chaque instant. Pas comme chez Disney du coup. Bon, il y a aussi un sacré tas de navets, hein. Ah, comme chez Disney. Et du coup, du genre, il y en a pour tous les goûts. Blaxploitation, nunsploitation, oui ça existe, nazisploitation, bruceploitation après la mort de Bruce Lee, sharksploitation et j'en passe des vertes et des trop mûres de briques. Et parmi ce flot constant de produits, il s'en détache des pépites qui, lorsque l'on tombe dessus, nous marquent au fer rouge. Et lorsque j'ai maté cette vidéo proposant plusieurs références, les images de Wrecking Fright m'ont de suite intrigué. Hypnotisé en fait. Je me suis dès lors empressé de trouver le film, merci internet, avant de me dévorer la pellicule, 3 fois d'affilée. Je ne m'en lasse pas. Et rien que pour préparer cet épisode, j'ai rematé le film, puis j'ai lu le bouquin de Cook avant de remater le métrage une nouvelle fois pour enchaîner ensuite sur les bonus DVD et autres documentaires et articles sur le métrage. C'est pour moi un véritable objet de fascination. D'autant plus que je déteste, que dis-je, j'exècre ce genre d'histoire. Celle d'un gars trop parfait en apparence et dégueulant de suffisance qui perd tout, surtout de l'argent, et subit les pires atrocités avant de... vous verrez par vous-même si vous le souhaitez. Je sais pas trop, Ted Kotcheff a réussi par son œuvre à toucher au plus profond de mon être. Une corde sensible qui vibre au son de ce qu'il peut bien se cacher au creux des carcasses que nous sommes. Des êtres civilisés en apparence qui masquent en société, même pas une histoire de part d'ombre, mais plutôt la part d'animalité qui nous compose. C'est que l'être humain s'est toujours placé au-dessus de la nature en essayant de s'extraire de sa condition métazoaire et pourtant,
Face aux épreuves d'une nature terrible, sauvage et avant tout magnifique, celle-ci nous renvoie en pleine gueule notre nature profonde, nous remet à notre place, celle d'une espèce aussi égale qu'une mouche à merde, voire moins. La whisky pète. Car les mouches sont plus adaptées à leur environnement que les habitants de l'Outback. Il n'y a qu'à voir leur omniprésence dans le métrage. Bref, ce film me fascine et je vais essayer de développer cela plus avant. Premièrement, le contexte de production. Disons qu'il y avait une volonté à l'orée des années 70 de développer l'industrie cinématographique australienne afin de promouvoir le pays à l'international. C'est difficile de l'imaginer de nos jours, mais à l'époque, le pays des marsupiaux était considéré comme une sous-contrée et ignoré de tous. Là où ça devient fun, c'est lorsque le producteur, monsieur j'ai eu la flemme de retrouver son nom car il est norvégien, l'instant norvégien des Robins des Bois. Grut. a réussi à monter 2 boîtes de production en aussi tout en raflant au passage une subvention conséquente de l'État d'environ 1 million de dollars. Mais ce n'est pas fini, même si l'adaptation ciné du livre était dans les tuyaux depuis belle lurette, lorsqu'il reprend le projet, il fait s'expatrier à la réalisation Ted Kotcheff, un Canadien d'origine bulgare, hippie de surcroît. Autrement dit, un étranger ultime en pleine cambrousse et côtoyant la faune humaine locale. C'est pas clair ce que je raconte ? Bon, imaginez un militant antifa, noir et homosexuel en plein milieu d'un rassemblement de bikers humoristes. Le mec a quand même passé 3 mois en immersion et en repérage dans une ville minière de l'Australie profonde, et chaque gars rencontré voulait lui péter la gueule. Nous avons du coup le regard d'un producteur et d'un réalisateur étranger sur les us et coutumes d'une population exotique. Et selon le réal lui-même, il s'est posé avant tout comme un observateur, essayant de par sa caméra de capter l'essence de réalité de ce qu'il percevait. D'où l'aspect très documentaire du métrage, même s'il s'agit d'une fiction. Nous, spectateurs, sommes invités donc à voyager en compagnie de l'équipe du film pour découvrir un nouveau monde qui nous échappe. Et Kotcheff a tellement réussi son coup en peignant un portrait des Australiens que ces derniers ont conspué le métrage alors que les extérieurs ayant déjà rencontré les indigènes ont salué la performance en affirmant « Ouais les gars, c'est exactement ça ». Ces Wallabies ont l'hospitalité méga agressive, picolent jusqu'au coma éthylique et doivent se foutre sur la gueule pour espérer avoir un peu de chaleur humaine. Ouais, alors pour ça, dans les villages reculés, il y avait à cette époque une chagouelle pour toi mec. 0 bordel par contre, pas de prostitution. L'hypothèse de l'auteur, d'après ses observations, pour pallier au manque de friction, les locaux se provoquaient mutuellement pour se fighter. Et si je cause de ça là maintenant, c'est qu'il y a plusieurs moments dans le métrage, des scènes de tatane plus que tendancieuses, voire plus. Puis, c'est que le professeur Grant est cet étranger venu de la ville qui regarde d'un œil extérieur les adaptations des hommes au mode de vie reculé de cette Australie perdue. Là où c'est très fort, c'est que les œuvres de Cook, et notamment dans 5 matins de trop, sont considérées comme des descriptions quasi ethnologiques de cette Australie et de ses habitants, et que le bouquin fait partie de ceux étudiés durant le cursus scolaire du pays. Oh, je suis classé comme esclave pour l'éducation nationale, apparemment. Ça s'appelle être instituteur. On retrouve cet aspect ethno dans le film. Les photogrammes défilent devant nous et nous sommes captivés, voire même hypnotisés par ces dernières. On ressent, vous savez, le fameux « putain, qu'est-ce que je suis en train de regarder là ?» Et c'est d'autant plus valable lors de la scène de chasse. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Car deuxièmement, il faut qu'on cause littérature classique. Promis, ce n'est pas chiant. Du moins pour moi. Et pour vous ? Franchement, je m'en fous. Vous êtes libre. Libre comme l'air, libre comme le vent, et libre comme les oiseaux sillonnant le ciel au gré de la bise, du zéphyr et des alizés. Oups, pardon. Nicopatch est un médicament réservé à l'adulte. 14e siècle, Italie. L'une des œuvres majeures qui a fait basculer le Moyen-Âge à la Renaissance. Je veux parler de la Divine Comédie de Dante. C'est l'histoire d'un gars qui cherche une meuf qu'il a croisée viteuf et qu'il pense que c'est la femme de sa vie, quitte à aller la pécho au tréfonds des enfers. Il croisera la route d'un guide spirituel qui lui fera connaître les différents cercles des enfers avant de remonter au purgatoire, puis à la lumière du paradis avant de conclure que, en tant qu'homme,
Jamais on ne connaîtra la liberté, donc autant l'accepter. Merci Dieu. Tchuss. Il s'agit de la quête spirituelle ultime, une quéquette initiatique où Dante se révélera à lui-même, acceptera sa part d'ombre ainsi que celle du monde et de ses contemporains. Wreck-in' Fright est le décalque de cette œuvre fabuleuse. Grant, constamment ébloui par le monde qui l'entoure, traversera les enfers guidé par son Virgile chelou pour remonter jusqu'au purgatoire avant de retrouver et d'apprécier les yeux grands ouverts la fameuse lumière divine. Grant acceptera qu'il ne soit pas supérieur aux bœufs contemporains qui l'entourent. C'est qu'il est comme eux, bestial, bourrin, alcoolique et sanguinaire. Il apprendra à se connaître en se laissant envahir par ses instincts primaires. Ah non, mais faut dire que faire péter la carte de la Divine Comédie dans un podcast à la con, ça le fait, hein. Je me sens de suite beaucoup plus prout-prout. Je vais me mettre en peignoir et allumer ma pipe après avoir mis un fez au sommet du crâne. Sans déconner, c'est dégueulasse comme couvre-chef. Il m'en faut absolument un. Le fez. Il est aussi parfois vu comme une partie du stéréotype des tenues de relaxation des gentlemen du 19e siècle. Le fez. Et a été adopté par certains ordres fraternels dans les pays anglo-saxons. Le fez. Le fez. Alors, j'enchaîne sur quoi maintenant? Sur le guide spirituel ou bien sur la scène de bestialité? Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas me répondre. Ah, attendez, si, j'ai une idée. J'envoie un message à un copain. Ok, il m'a répondu guide spirituel. Non, en fait, c'est la bestialité qui va m'intéresser de suite. Je ne peux pas évoquer Wreck-in' Fright sans causer de la séquence la plus marquante du film, celle de la chasse aux kangourous. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous. On le fait, on court, on marque, on joue. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous. On dribble, on smash à tous les coups. Bon, je vais faire simple. Grant suit des mecs qui chassent de nuit en roulant comme des tabanards dans le bush avec un projecteur lumineux monté sur le toit et armé jusqu'aux dents. La lumière du projo hypnotise les kangourous, ce qui rend leur dégommage plus fastoche. Je sens poindre une réflexion à la con... Voilà. Lumière qui hypnotise, lunettes de soleil, aveuglement... Ok, Grant est assimilé à ces bestioles. Il a dû être content d'en avoir fumé des centaines, quitte à en avoir égorgé un à main nue. Ne vous inquiétez pas, ceci ne constitue pas la scène choc du film, ça c'était juste avant. Car le saviez-vous que les chasseurs professionnels de ses cousins de Crash Bandicoot ne les regardent jamais dans les yeux avant de les fumer, parce que leurs trougne ressemblent beaucoup à ceux des humains. Le saviez-vous aussi que si on tire dans les rognons, ils s'écroulent d'un coup, que dans la tête ils font un bond de dingue avant de se croûter au sol raide mort et que dans le cœur ils font des cabrioles? C'est l'éclate, non? Non. Putain de bordel de merde, non, ces infos-là ne sont pas mentionnées dans le métrage directement par les personnages, elles ont été racontées par le réalisateur lui-même, qui pour cette scène a dû suivre, caméra au point, un vrai groupe de chasseurs professionnels durant une de leurs battues. Disons que c'est la scène majeure du livre et donc du film, pas possible d'y couper. Donc Rotchef, pour s'inspirer, a suivi ces gars et les a observés et donc filmés sans intervenir de quelque manière que ce soit. D'après lui, ce qu'il a vécu cette nuit-là fut son enfer personnel. Et quitte à avoir un style docu-ethno, il a décidé d'utiliser ses bobines dans le montage de la scène. Une scène dont on ne se remet pas en fait. Même en sachant qu'elle existe, l'impact de la séquence nous fauche comme la dent blanche avec son caddie au coin d'un carouf les jours de promotion de PQ, Lotus Ultra Doux et triple épaisseur. Voilà 15 jours que la France est confinée et qu'elle a le seum. Malgré des annonces rassurantes du Premier ministre quant à l'impossibilité d'une pénurie, certains Français abusent vénère. Le produit le plus prisé, le papier cul. Imaginez, des gars ivres morts, roulant comme des brutes dans la pampa, qui dégomment du kangourou par paquet de 12 et dont les images mises à mort par arme à feu sont de vraies images montrées telles quelles et sans détourner le regard. Bon, tu te dis que c'est de la fiction et que l'auteur et le réalisateur ont exagéré, mais même pas. Les chasseurs, les vrais, affrontaient bien les ruses à main nue pour s'amuser afin de les égorger ensuite. Et au fur et à mesure de la partie de chasse avançant, Khrouchtchev s'est rendu compte que les bestioles étaient moins butées sur le coup et de plus en plus blessées et sanguinolentes. Ah c'est que les gars bibinaient du Sir Edwards par bidon de 5 litres en plastique, non pas pour se désinfecter le pied, mais bien pour se tenir au chaud. Ils étaient complètement bourrés au point de manquer leur tir et de blesser cruellement les animaux.
Alors là, question morale, faut-il blâmer et bouder le film ? À mon sens, non. Les autorités australiennes ont sciemment validé l'idée de montrer de telles images aux spectateurs pour mettre en avant l'avilie et l'atrocité de ces pratiques. Résultat, après visionnage du métrage, les lois ont été votées pour imposer des quotas et des règlements pour endiguer et réprimander ces massacres. Ouais, je trouve ça pas mal pour un film qui a failli disparaître de la surface de la Terre. Attendez, vous croyez quoi ? Que c'était l'anecdote la plus croustillante sur le film, là ? Mais non, voyons, je n'ai pas terminé, et un peu de teasing, ça ne fait pas de mal. Mais c'est injuste. J'en cale quand même une en loose dé, sachant que c'est lié à la séquence. Point de cascadeur, car trop cher. Donc ce sont les acteurs et le réalisateur eux-mêmes qui roulent à toute berzingue et faisant fi des règles élémentaires de sécurité routière. Et pourquoi est-ce que j'en cause ? Pour accentuer toujours cet aspect documentaire qui vraiment donne en partie le sel d'intérêt du visionnage. Le fait que ce soit vrai donne un sacré cachet. On est loin des productions modernes où tout est tourné sur fond vert et dont le résultat et l'écran est nul à mou. Chose similaire avec la séquence du Two Up School, un jeu de paris basé sur le principe du pile ou face. Ouais, c'est très con. Mais faut dire que l'ensemble est tourné dans un vrai tripot clandestin à Sydney où les figurants aux mines patibulaires, dont certains sont filmés en gros plan pour que l'on en profite, sont des vrais gars, des vrais gens qui jouent leur vrai pognon. Et c'est du cinéma vérité ou c'en est pas, ma gueule ? Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de mater, quoi. J'adore ça. Troisièmement, je ne peux pas omettre la présence de l'un de mes acteurs préférés au cast, jouant le rôle du guide spirituel dépravé, le Virgile distordu du personnage principal. Il s'agit d'un gars que tu vois partout et dont tu ne te rappelles jamais son blaze. Mais si, tu sais, c'est ce gars-là, ce genre d'acteur de seconde zone avec de bons gros guillemets, qui instantanément te rend le film plus sympathique dès que tu vois apparaître sa trogne. En ce qui me concerne, c'est ce que me fait l'effet de l'apparition du personnage du Doc. Bien. Ça te fera du bien. Oh non, non, de l'eau plutôt. Ah, Yabalou ne sert qu'à se lever, et encore, tiens, bois un coup. C'est pas du vin, mais ça ira. Le seul autre type instruit et cultivé de l'univers du métrage, mais aussi le plus décadent de tous. Il est possible de vivre à Yaba sans un sou en poche. Comme tu as probablement dû le remarquer, les indigènes sont particulièrement hospitaliers. Il est interprété par le fabuleux Donald Pleasence. Qui ça ? Mais si, c'est le gars moitié chauve à l'arrondi débonnaire qui ne paie pas de mine si ce n'est son regard en bleu clair si perçant qu'il te donne l'impression de voir à travers ton être. Un faciès à la fois naïf, sympathique, mais tout aussi terrifiant et fou. Le faciès même du tragicomique. Pour les 2-3 du fond qui ne savent pas qui est Donald Pleasence, je peux vous citer le faussaire innocent et fanat de Piaf dans La Grande Évasion, ou bien le psy pourchassant Michel Myers dans la saga Halloween, le président des USA fuckés de New York 97, le prêtre dans Le Prince des Ténèbres parce que être pote avec John Carpenter c'est génial. On le retrouve aussi dans Phenomena de Dario Argento, ça c'est le premier rôle de Jennifer Connelly aussi dans ce film, je pose ça là. Et puis surtout c'est le méchant dans le nanar ultime qu'est le fantastique homme Puma. L'homme Puma, nous devons le trouver. Oh, et accessoirement, c'est la première incarnation de Ernst Stavro Blofeld. Ici, vous savez, le « Bonjour, monsieur Bond », avec le chat et tout. Sa cicatrice sur la gueule. James Bond. Permettez-moi de me présenter. Oui, c'est moi, Ernst Stavro Blofeld. On m'avait dit que vous aviez été assassiné à Hong Kong. Oui, c'est ma seconde vie. On ne vit que 2 fois, monsieur Bond. L'un des vilains les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Et si vraiment vous ne voyez pas, il a inspiré Mad dans Inspector Gadget, Doc d'Enfer dans Austin Powers, jusqu'à Giovanni dans Pokémon. Tout cela à la fois. Tous des décalques de l'interprétation de Donald Pleasence. Faut savoir que le gars s'est engagé dans la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale, crashé puis capturé en 1942. Il fut prisonnier dans l'un des pires camps en France et bien évidemment torturé allègrement par les nazis. C'est peut-être de là que vient son expression si particulière.
En tout cas, dans Wreck-It Fright, peut-être mis à part celui de James Bond, c'est à mon sens son plus grand rôle en tant que roi de la crasse. À la fois guide et antagoniste. Celui qui a le regard clair, sans mauvais jeu de mots, sur le monde qui l'entoure et lucide sur les nombreux travers de l'humanité. C'est notamment lui qui aura l'une des 2 répliques majeures durant le métrage en raisonnant sur la place de la femme et de la sexualité bridée dans une société patriarcale blanche durant les années 70. D'ailleurs, causons un petit peu sur les femmes dans le film. On en voit 3 quoi. Ouais, l'une se demande si elle existe, l'autre est tenancière blasée qui rêve d'un ailleurs à la fois chaud et frais, et la dernière est considérée comme une teupue. Un objet déviant parce qu'elle s'autorise de se farcir tous les mecs qu'elle veut. Tiens, Jeannette par exemple. Cette fille est en soi un cas pathologique intéressant. Si Jeannette était de sexe masculin, elle serait en prison pour atteinte aux mœurs. Si je devais me marier, ce serait le genre de fille que je considère. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouvent les toilettes? Oui. Dans le jardin. Bon, je précise que le film ne porte pas de jugement ou d'avis sur le sujet, le réalisateur nous laisse à l'œuvre pour interpréter les situations. Ouais, point de manichéisme, point de morale non plus. Juste un regard. Bon mais alors au final, est-ce que je conseille de mater le film comme d'habitude? Franchement j'en sais rien. Je ne mets en avant dans mes podcasts que les bobines qui m'intriguent, me font marrer, me touchent ou me sidèrent, et dont l'histoire derrière est plutôt surprenante. En gros, quasiment tous les films quoi. Et chaque métrage, bon ou mauvais, selon notre appréciation subjective, est en soi un putain de miracle s'il arrive à sortir. C'est que du moment où un type lambda ou non a une idée qu'il couche sur le papier, jusqu'à nos bacs à DVD à 50 centimes à cash 31, ou bien sur les plateformes de streaming sans oublier les sacro-saintes salles de ciné, il y a 1001 raisons pour que le film échoue dans le cimetière pelliculé des occasions manquées. Parfois, c'est encore pire. Et c'est le cas pour Wreck-It Fright. Le film est passé à un poil de cul de Krillin d'être perdu à tout jamais. Disons que l'exploitation à l'international en 1971 s'est plutôt bien passée. Le film a eu son petit succès lors de sa diffusion à Cannes, c'est pour dire. Et puis après, plus rien. Les 2 sociétés de producteurs norvégiens ont coulé les bobines de négatifs, et prises-son originaux ont été simplement perdus. Il aura fallu la détermination d'un des décos du film pour chercher ces bobines. Et ce n'est qu'en 2002, quasiment 30 ans après la première, qu'il les retrouve aux États-Unis, dans un conteneur de transport parmi des centaines d'autres stockés dont leur destination était vouée à la pure et simple destruction. C'est qu'on a failli perdre à tout jamais ce chef-d'œuvre du cinéma. D'ailleurs, point rigolo sur le film, après restauration, il a été de nouveau diffusé une seconde fois au Festival de Cannes. Ce qui fait que Wreck-It Fright est l'un des 2 seuls métrages passés 2 fois au festival. 2 fois où Martin Scorsese était présent et dont la tagline du maestro reste associée au film. Ce film m'a laissé sans voix. Merci pour la rhétorique, papy. Perso, ce que je retiens du métrage, c'est que finalement il se passe de commentaires lors du visionnage. Des visionnages. La sensorialité des images te saisit les gonades et ce dès le premier plan. Ce plan-là où tu observes, presque inquisiteur, toi-même étranger, les coques de noix et les chemins de fer pités sur cette vaste étendue de terre aride et suffocante. Ce plan-là où la caméra ne peut elle-même non plus supporter cette vision, si bien qu'elle se met à tourner sur elle-même, nous dévoilant un enfer de vide et ce cagnard à perte de vue. Il n'y a rien d'autre que ces merdes en bois et de métal pour marquer la présence de vie humaine, à peu près civilisée. L'homme n'est rien. Et en ces terres, de nature souveraine, il est même prisonnier non pas d'une cage exiguë clôturée de barreaux solides, non, l'espèce humaine est prisonnière de Dame Nature, elle-même, dans tout ce qu'elle a de terrible et de merveilleux. Les bonhommes peuvent bien tenter de s'en échapper, de la dompter, voire même de l'abattre, mais au final, elle a toujours eu le dessus sur nous. Elle nous renvoie à notre condition d'être vivant, au même titre que les autres, des êtres qui naissent, s'alimentent, grandissent, se reproduisent et puis finalement, irrémédiablement, finissent par mourir. Et nourrir les mouches à merde. Non mais sérieusement, ce sont elles qui sont au sommet de l'échelle alimentaire.
Dernier petit trivia avant de conclure, quasiment aucune couleur froide n'a été utilisée pour accentuer la sensation de chaleur étouffante lors du matage. La volonté du réalisateur était de nous donner envie d'aller prendre une douche après le visionnage. Voilà. C'est tout. Pour conclure, Wake and Fright avait réussi son pari de redorer le blason du cinéma australien et de lancer la nouvelle vague wallabienne qui a brillé à l'international. Certains réalisateurs et même futurs acteurs lors de l'exploitation du film à l'époque ont été inspirés et ont pondu par la suite un sacré paquet de pépites. Je mentionne notamment Peter Weir, Le Cercle des Poètes Disparus, The Truman Show, Les Chemins de la Liberté, c'est lui, hein, ou évidemment George Miller et le premier Mad Max. Je suis l'aigle de la route! C'est aussi cette génération qui s'est donc exprimée en dehors de leur contrée afin de promouvoir leur pays ainsi que leur vision cinématographique. Et je me demande, même si je n'extrapolerai pas en affirmant que c'est en partie grâce à Wake and Fright que l'Australie est devenue l'une des destinations les plus tendances qui soit. Ouais, mais enfin, faut en vouloir de croiser les taipans, hein, des serpents venimeux, ainsi que des kangourous bourrés, des araignées bouffeuses de piaf, et des koalas qui veulent t'arracher les couilles. Pour sûr que Ted Crotchef fut ravi de rentrer au bercail. Qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre, le bougre, là? Voyons voir. Ah, Wikipédia, c'est bien ça. Ah, il est mort en avril 2025, soit quelques semaines avant que je rédige le script de cet épisode. Bon, requiescat in pace, vieux, hein. Sinon, sa filmo... putain, ok. Bon, c'est le mec qui a contribué à lancer la carrière de Sylvester Stallone avant qu'il ne devienne la figure mal-alphaesque des années 80. À l'époque où il faisait des films d'auteur à tendance politique engagée. Ok, là il s'agit ni plus ni moins que du premier Rambo. C'était pas ma guerre! Mais ça, ce sera peut-être pour une autre pastille. En attendant... Donne-moi une bière, Charlie. Ta gueule!